Alors, la peinture augmentée parle de nous. Je technologise la peinture comme on augmente l'humain avec les nouvelles technologies. Je m'appelle Abeka et vous l'aurez compris, je suis venue vous parler de peinture et plus précisément de la peinture augmentée. La peinture augmentée est un mouvement que j'initie à la manière des courants picturaux que vous connaissez certainement, comme l'impressionnisme ou le cubisme, par exemple. Mais avant cela, j'aurais souhaité savoir, est-ce que parmi vous, des personnes ont pu voir l'exposition sur Léonard de Vinci au Louvre ? Oui. Si tel n'est pas le cas, je vous invite à aller voir l'exposition. Elle a encore lieu quelques jours. Et en fait, elle rassemble une collection incroyable d'esquisses de ses peintures et aussi de dessins qu'il a réalisés avec ses recherches scientifiques. La pittura è cosa mentale. La peinture est une chose mentale, nous révèle le maestro au cœur de la Renaissance. Cela signifie que la peinture naît de l'intime, d'une réflexion, d'une pensée, d'images et même d'émotions avant d'apparaître sur la toile et d'être révélée au public. Mais alors vous me direz, quel est le lien entre la peinture et la science ? Dans le cas de Léonard de Vinci, on comprend bien que les deux notions sont liées. Mais si on y réfléchit, dès l'origine de la peinture, la science s'en est mêlée. Ne serait-ce que par la chimie, par exemple. Si on pense aux pigments noirs ou aux pigments ocre-rouge de l'art pariétal. Et aussi, on peut invoquer la géométrie. Par exemple, le cercle parfait de Giotto qu'il avait qu'il avait peint à la main levée, ou bien à la perspective, avec la formalisation d'Alberti ou d'Albrecht Dürer. Et plus récemment, nous avons également le bleu de Yves Klein, qui est ce bleu outre-mer que vous avez peut-être à l'esprit, et qu'il a créé avec l'aide d'Édouard Adam, qui en fait vendait de la peinture aux peintres de Montparnasse comme Picasso, Niki de Saint-Phal ou Soulages, et qui a effectué une recherche chimique pour pouvoir mettre en valeur ce bleu outre-mer qui est très intense, à l'aide d'une résine synthétique qui s'appelle la rhodopasse et qui, en séchant, se rétracte et permet donc au bleu outre-mer de se révéler. Et du coup, cette formule a fait l'objet d'un dépôt à l'INPI sous le nom de bleu IKB. Alors l'idée ici n'est pas de lister toutes les accointances qui peuvent exister entre la peinture et la science, mais simplement de pointer le fait qu'il existe une relation quasiment organique entre les deux. Et parallèlement à la peinture pigmentaire, on a vu se développer une révolution avec l'arrivée du numérique il y a quelques décennies et avec ce que l'on appelle les digital paintings, donc les peintures numériques, qui sont obtenues à partir de codes informatiques et de logiciels de création de l'image. Et il existe d'ailleurs des peintres pigmentaires qui s'adonnent avec beaucoup d'appétence à cette discipline. Et je pense notamment au peintre britannique David Hockney, que vous connaissez peut-être pour ses peintures sur les piscines ou pour ses paysages, qui a eu récemment une rétrospective au Centre Pompidou, il y a peut-être un an ou deux. Et il utilise par exemple l'application Brushes, qui est une application qui lui permet de peindre en reproduisant la palette graphique et les outils du peintre sur un iPad ou un iPhone, et ce qui permet finalement au peintre aujourd'hui de pouvoir créer en étant nomade, puisqu'il n'a plus tout le matériel à transporter avec lui. Et aujourd'hui, on va même beaucoup plus loin en matière de digital paintings. Je pense notamment aux univers des Japonais de TeamLab qui ont exposé à la Grande Halle de la Villette, où ici, par exemple, vous voyez Extra Natural,
qui est une œuvre de Miguel Chevalier qui a été exposée à Artistes et Robots au Grand Palais. Et ce que l'on voit, donc ce sont des œuvres qui sont génératives, immersives et même interactives, où le public est littéralement plongé dans l'œuvre et où une interaction peut se faire avec l'œuvre, justement. Et en fait, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est à partir du moment où des technologies vont apparaître, l'artiste va invariablement chercher à s'en emparer pour créer ou bien même à les détourner. Alors, qu'est-ce que la peinture augmentée ? Avant tout, je dirais que la peinture augmentée, c'est une hybridation du pigment et du pixel. Si je vous dis QR code, réalité augmentée, réalité virtuelle, mapping, smart pigment ou même intelligence artificielle, ce sont des termes que vous connaissez probablement, certains mieux que d'autres. Alors, je vais quand même rappeler un petit peu ces notions-là. Le QR code est né dans les années 90-2000 et il s'agit d'un carré pixelisé. Quand vous allez le scanner, il va révéler une image ou bien un texte ou un son. La réalité augmentée, c'est un petit peu le même principe. En fait, avec un logiciel, vous allez pouvoir, avec un appareil mobile, scanner par exemple une toile, dans mon cas, et ça va révéler un contenu qui va être par exemple une vidéo ou même du son. Ensuite, on a la réalité virtuelle qui nécessite un outillage et qui est très à la mode actuellement. Et en fait, il faut avoir un casque et des outils technologiques qui permettent aux peintres de pouvoir effectuer des gestes traditionnels, mais de peindre en 3D, virtuellement en 3D en tout cas. Le mapping, en fait, c'est une projection sur des éléments d'architecture ou bien même sur une projection vidéo, ou bien même sur une toile. Et l'intelligence artificielle, alors plus spécifiquement le deep learning, serait une technologie qui reproduirait le cerveau humain. Et en 2014, un ingénieur de chez Google a créé un algorithme qui permet de générer des images fictives à partir d'images existantes sans l'aide d'un humain. Et c'est notamment avec cette technologie qu'une équipe de Microsoft a pu créer The Next Rembrandt, que vous voyez là, qui est en fait un Rembrandt fictif, obtenu à partir d'une database, d'une base de données de portraits que Rembrandt avait effectués. Alors, si je vous parle de toutes ces technologies, c'est parce que ce sont des technologies que moi-même je vais utiliser dans la peinture, en sachant que j'ai toujours une base pigmentaire. Je vais aller augmenter cette base pigmentaire en infusant finalement de la technologie et du pixel dans le pigment. L'idée, c'est de pouvoir avoir une contemplation comme vous avez une contemplation quand vous allez visiter un musée ou une galerie d'art, mais aussi finalement de pouvoir expérimenter la peinture en l'activant par exemple. C'est le cas de la réalité augmentée que j'évoquais tout à l'heure, et peut-être même en allant la compléter. Alors, cela permet de pouvoir stimuler d'autres sens que la vue, et finalement peut-être de réveiller d'autres émotions qui sont liées à d'autres sens. Donc ça peut être l'ouïe ou l'odorat, ou tout ça en même temps, et peut-être que ces nouvelles émotions peuvent aussi amener à un nouveau type de réflexion. En tout cas, c'est les recherches que je mène actuellement. Et là, je vous présente Earth. Alors, c'est une peinture que j'ai réalisée à partir de pigments traditionnels, de bombes aérosols et de matières végétales, mais aussi je parlais du smart pigment. Alors là, il y en a, je vais vous expliquer aussi comment je l'utilise.
Et là, on est véritablement dans ce que j'appelle une expérience picturale. Et c'est une notion qui est très importante pour moi, parce que je vais inviter le public à être soit dans la contemplation et à voir cette toile et c'est tout, ou bien finalement d'avoir une interaction, même physique, avec la toile, puisqu'il va pouvoir, par ce smart pigment, justement, aimanter des éléments de pollution, comme vous pouvez le voir à droite. Donc on voit un mégot, par exemple, ou bien de la matière plastique. Et finalement, quand on entend le discours scientifique, on a peut-être parfois du mal à se figurer quelle est notre empreinte carbone, par exemple. D'ailleurs, pour ce travail-là, j'ai aussi créé, j'ai essayé de recréer l'odeur de la pollution pour qu'on soit aussi envahi à ce niveau-là. Et finalement, ça nous permet peut-être, d'une manière ludique, de réfléchir à notre impact, de mener une réflexion sur l'environnement. Et puis vous avez une partie en réalité augmentée, c'est-à-dire que quand vous scannez la peinture, un message vidéo passe. Voilà, ça c'est une illustration du travail que je peux effectuer. Ensuite, je vais vous parler du lien que je peux créer entre la peinture et les sciences. Donc vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes à l'aube d'une révolution du vivant, et notamment à travers des nouvelles technologies que l'on appelle les NBIC, qui sont les nanotechnologies, biotechnologies, l'informatique et les sciences cognitives. Et en fait, ces technologies, et notamment CRISPR-Cas9, dont vous avez peut-être entendu parler, mais que je vais en rappeler rapidement la notion. Donc il s'agit en fait du séquençage de l'ADN. C'est une technologie qui permet notamment de pouvoir réparer des gènes chez l'humain, notamment dans le cas de maladies héréditaires, etc. Donc c'est une technologie qui va vraiment permettre une grande avancée en matière de thérapie génique, entre autres. Ensuite, on a l'interface cerveau-machine. Alors, il s'agit de relier un ordinateur à un cerveau humain. Et comme pour la technologie précédente, c'est une technologie qui peut aider l'humain dans sa santé, notamment, je peux donner un exemple, par exemple, les personnes qui souffrent de handicap pourraient être reliées à un exosquelette pour le mouvoir, et donc regagner un peu d'autonomie. Et en fait, tout ça serait génial s'il n'y avait pas le revers de la médaille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a aussi des laboratoires ou même des entreprises qui font des recherches. On peut se poser la question, pourquoi ces recherches? Je pense notamment pour CRISPR-Cas9, je pense à... Il y a un laboratoire qui est en train notamment de rechercher le gène de la douance, donc le gène du génie. Mais finalement, pourquoi faire? Pour créer une armée de génie? Est-ce que c'est ce qu'on veut de la technologie? C'est pareil pour l'interface cerveau-machine. On sait qu'il y a une start-up, entre autres, qui essaye de relier le cerveau au cloud. Mais que se passerait-il si un virus informatique passait par là, par exemple? Ou bien si quelqu'un, une personne malveillante, souhaitait en prendre le contrôle? Et c'est pareil pour les puces RFID que des personnes portent aujourd'hui dans le monde volontairement sous leur peau. Alors c'est absolument génial parce que ça facilite la vie des gens, ça permet d'ouvrir un ascenseur, d'allumer un ordinateur ou même de payer à la cantine. Mais que se passe-t-il si finalement toute votre intimité est entre de mauvaises mains? Donc voilà, c'est toute la panoplie de questions que je peux me poser. Et du coup, je me demande aussi si en augmentant, en enrichissant sans cesse l'humain, est-ce qu'on finit pas par pouvoir perdre ce qu'on appelle justement, ce qui nous caractérise en tant qu'être humain?
Et finalement, c'est un petit peu la même chose pour la peinture. Est-ce qu'à force de l'enrichir, de l'augmenter technologiquement, ça reste ou non de la peinture? Voilà, donc toutes ces questions, je les partage avec vous ce soir, et sans être technophile ni technophobe, je vous invite finalement à réfléchir à ce qu'on veut faire de toutes ces technologies, à penser à ce qui est technology for good aussi, pour le bien de l'humanité, et pas uniquement parce que tout à l'heure je vous parlais de la Renaissance avec Léonard de Vinci, et à l'époque de la Renaissance, l'humain est au centre des réflexions et des préoccupations. Aujourd'hui, je me dis que peut-être ce type de peinture, et alors oui, là, je fais une parenthèse pour ce que vous voyez derrière moi, c'est une simulation d'ADN craqué, d'une hybridation de ce que pourrait faire CRISPR-Cas9 si la technologie permettait d'hybrider l'ADN d'un humain avec l'ADN d'animaux. En l'occurrence, ici, c'est avec une méduse phosphorescente et avec un caméléon. Et puis, vous avez un autre exemple. Là, ce serait si on pouvait, par exemple, hybrider l'humain avec le végétal. Et puis là, vous avez ce que ça pourrait donner si on hybridait l'humain avec de la technologie. Donc voilà, toutes ces questions m'invitent à réfléchir autour de cette notion justement philosophique, de réflexion qui, à l'époque de la Renaissance, comme je le disais, était une réflexion autour des questions liées à l'humain. Et aujourd'hui, je me demande finalement si mes recherches ne mènent pas vers une forme de nouvelle Renaissance ou une post-Renaissance, où ce ne serait plus l'humain qui serait au centre de nos préoccupations, mais tout le vivant, l'environnement, les animaux, etc. Et voilà, je vous laisse sur cette réflexion. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si ce travail vous intéresse, vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux ou bien sur mon site internet. Bonne soirée, merci. Au revoir. C'est bon ?